La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 30. Splinter. Arrakis remonte la rue principale. Je vais aller voir une connaissance qui doit en savoir long sur les dernières rumeurs du coin, commence-t-elle nonchalamment. Y compris sur les araignées sables dont les 3 chasseurs nous ont parlé. Tu t'intéresses au sort de tes consoeurs ? Demandai-je, curieux, les moustaches frémissantes. Non, Matou, pas le moins du monde. Mais les rôdeurs ont raconté que la reine leur avait échappé. Alors je serais pas étonné qu'elle soit encore à l'œuvre ici. Ils nous ont dit qu'elle avait les yeux rouges. Pourtant, les araignées sables ne sont pas des créatures des ombres par nature. Elles ont donc été corrompues il y a peu. Et c'est cela qui m'intéresse. J'approuve d'un signe de tête. Arrakis traverse une vaste partie de la cité, puis monte à un séquoia dont le fût doit facilement faire plus de 100 mètres de circonférence. C'est l'arbre de l'hôtel de ville. Une volée de marches en pierre conduit à de grandes portes, qui mènent aux entrailles de ce quartier de notables, creusé à même les racines et le tronc du conifère immense. Dans les zones supérieures se trouvent les habitations des bourgeois, et sous terre, les lieux publics comme la chambre du conseil ou le temple dédié à Atalnet ou à Imarak. On raconte même que ces racines sont si profondes qu'elles descendraient jusque dans l'outre-monde. Arrakis n'emprunte cependant pas les degrés, bien entendu. Ce qui l'intéresse, c'est le balcon, à la cime de l'arbre, trônant à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Naturellement, en tant qu'araignée géante, elle ne se fait pas prier pour monter le long du tronc, et je dois m'agripper de toutes mes griffes dans ses poils rêches et bruns pour ne pas tomber. Normalement, on accède au parapet par un escalier en colimaçon qui fait le tour du séquoia ancestral, et ce dernier est interdit aux puits-nés. Seuls les aînés ont le droit d'aller voir le Seigneur des cieux. Nous arrivons finalement au sommet en quelques minutes à peine. Je reconnais la plateforme avant même qu'Arrakis pose la première patte dessus. C'est l'air de Toronkor, le grand aigle. Mais j'avais gardé le souvenir d'un endroit plus grand. Les années rétrécissent les lieux qu'on a connus apparemment. Nous sommes face à une vaste terrasse en bois, sculptée et ouvragée par des mains expertes. Une rambarde en fait le tour et une pergola immense, où du lierre, des hortensias et du pothos se partagent les poutres foncées. « Tu es déjà venu ici ?» me demande l'aranéide, presque surprise. « 1 ou 2 fois, éludai-je en fronçant les sourcils. Une voix perçante résonne alors et nous accueille. « Arrakis ! Quel plaisir de te revoir !» Un grand aigle, de 2,10 m de haut, s'incline profondément en écartant ses ailes à la manière d'une révérence. Ce qui frappe en premier, ce sont les cerfs. Épaisses comme des crochets de boucher, elles agrippent le perchoir avec une patience tranquille qui dit tout ce qu'elles sont capables de faire. Ensuite vient le bec, crochu, patiné, l'air d'avoir eu raison de choses dont je ne préfère pas imaginer. Le plumage brun et blanc est impeccable. Chaque plume est à sa place avec cette rigueur un peu austère des êtres habitués à être regardés. Et puis ses yeux, saphir pur, pupilles fendues, qui se posent sur vous en ayant fini de vous évaluer avant même que vous ayez ouvert la bouche. Tout mon corps transpire la majesté. Le genre de majesté qui n'a pas besoin de se signaler. « Splinter, c'est également un plaisir de te revoir après toutes ces années, » reprend-il à mon adresse. Je ne pensais pas qu'il se souviendrait de mon nom. L'aigle géant trône sur un perchoir de bois finement travaillé au centre du domaine. Tout autour de nous, nous découvrons sombre épine à nos pieds. La demeure du rapace est posée sur l'arbre le plus haut de l'Aslorien, et de toute la région alentour. Elle nous livre une vue imprenable sur la sapine, et ce, sur des kilomètres à la ronde. À ce niveau, la cime des conifères sombres ondule comme une vaste mer d'épines, et la soleil y fait courir 1000 nuances d'airain et d'or.
En tant que marguet, j'ai passé l'essentiel de ma vie dans les arbres. Mais là où j'y cherche d'ordinaire l'ombre et le silence, cette hauteur-là offre quelque chose de différent, une impression de vide serein qui m'étonne moi-même. Je comprends que les aigles aiment vivre ici. Même la tarentasse, l'espace d'un battement de cils, daigne poser ses yeux sur ce spectacle. « Que me vaut l'honneur de votre visite ?» nous demande l'oiseau géant. « Des informations, seigneur !» répond ma camarade araignée d'une voix suave. « Juste des informations. Et mes amitiés. » Arrakis lui raconte alors rapidement notre rencontre avec les 3 chasseurs et les nouvelles qu'ils nous ont apportées. Je remarque, non sans relever un sourcil, qu'Arrakis n'a pas étayé son monologue de ces expressions si exotiques. J'en déduis donc qu'elle doit tenir en grand respect le Seigneur des cieux. Une fois qu'elle a fini, un silence s'installe et nos regards se posent sur la mer Soleil qui disparaît lentement à l'horizon. « Chalandra !» répond l'aigle. « C'est le nom de la reine des araignées sabres dont vous m'avez parlé. Son cœur corrompu est empli de haine. Elle s'est longtemps tenue au nord d'ici, à la limite de Blanche Épine, à l'abri des arbres, mais il semblerait qu'elle ait changé de comportement il y a quelques mois. » « Et c'est pour cela qu'elle a fait descendre sa colonie ?» lui demande la Tarentasse. « Sans doute. Les chasseurs d'aurore éternelle ont détruit ses derniers enfants, mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle a perdu sa colonie, mais elle en fera une nouvelle. Ce n'est qu'une question de temps. Vous qui allez traverser la Sapine, attention à vous. Chalandra est puissante et ancienne. Bien plus que toi, Arrakis. » L'araignée hausse les épaules. Du coin de l'œil, je relève son attitude désinvolte. « Oh, sirène soit-elle, Chalandra n'en reste pas moins qu'une araignée sabre. »« Non, Arrakis. Chalandra est bien plus qu'une simple araignée sabre. Elle a traversé la guerre des titans, et elle est certainement plus forte que tous les aînés de cette ville réunie. » La guerre des titans. Je m'arrête un instant sur ces mots. J'ai vécu 13 vies et parcouru plus de siècles que je ne daigne les compter. Et pourtant, cette époque-là est hors de ma portée, enfouie dans un passé si profond que même la réminiscence de mes ancêtres n'en remonte que des fragments. Quelque chose qui a survécu à tout cela mérite peut-être effectivement qu'on y réfléchisse à 2 fois. Mais l'arachnide ne semble pas de mon avis et crache. « Permets-moi d'en douter, seigneur des cieux. » L'aigle pose ses iris pénétrants sur Arrakis qui ne baisse pas sa grappe d'yeux brillants. Je retiens mon souffle, sans même rendre compte. Ce genre de silence entre 2 aînés de ce calibre n'est pas anodin. C'est une conversation entière qui se joue sans un mot, et dont je ne perçois que les contours. L'air semble se figer. Même le vent qui courait librement sur la plateforme paraît hésiter à s'interposer entre eux. Les secondes s'étirent. Et c'est finalement le rapace qui décroche son regard le premier. Ses prunelles saphir vont alors balayer la canopée de sombre épine, tandis qu'il reprend d'une voix impérieuse. « Que Atalnet veille sur toi, Arrakis. Mais fais attention. Un jour, ta témérité et ton inconscience te coûteront la vie. »« Merci, Seigneur des cieux. Mais ma témérité ne me coûtera pas la vie, rassure-toi. Je sais m'arrêter lorsqu'il le faut. » lui répond-elle avec un large sourire vorace. Toroncor plisse les yeux quelques secondes, puis les repose sur elle. Arrakis est vraiment un spécimen de Tarankas intéressant. Elle ne semble avoir peur de rien, tenant tête à l'aîné le plus puissant du mi-temps. Finalement, elle n'a pas plus de respect pour le grand aigle que pour moi. Ce dernier fait la moue, comme désespéré de ne pas parvenir à la raisonner. Enfin, voilà.
reprend-il alors après un court silence. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Un de mes fils, Mélencor, est en train de surveiller la région pour remettre la main dessus. Mais elle reste introuvable, même à nos regards perçants. Dommage que les coureurs d'aurore n'aient pas pu la tuer, felai-je en haussant les épaules. L'aigle sourit. Quel heureux hasard, au contraire, que vos chasseurs ne l'aient pas trouvée, me répond-il. Elle n'en aurait fait qu'une bouchée. Il n'aurait eu aucune chance face à elle. Comme je vous l'ai dit, Chalandra est loin d'être à prendre à la légère. Araki hoche la tête. Quoi qu'il en soit, on ouvrira l'œil en traversant la sapine, conclut-elle. Merci pour tes précieux renseignements, Seigneur des cieux. Nous allons prendre congé et rejoindre nos compagnons pour le repas. Le grand aigle nous salue d'une révérence aviaire. Mon bonjour à votre sœur, et que Quetzal guide vos pas. Nous quittons le balcon et entamons la descente. Je me perche à nouveau sur les épaules de ma camarade araignée, qui a l'air maintenant d'être habituée à me transporter. Je la soupçonne même d'y prendre goût. Tu penses que Toroncor surestime Chalandra? Commençai-je. Yep. Il est rare qu'il surestime un adversaire, même si le fait qu'il me sous-estime moi-même a le don de sérieusement me gaver. Il se fait peut-être vieux, mais les araignées sabres ne sont que des casse-croûtes pour une tarancasse. Aucune ne m'arrive à la cheville. Compte tenu de ton ego, je dirais que c'est encore en dessous de la réalité. Tu n'imagines même pas à quel point, ricane-t-elle avec son sourire carnassiel habituel. Et toi, Matou, je sais tout. Que penses-tu de l'attitude de notre cher Seigneur des cieux? Vieux? Sage? Ou tout simplement couard? Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin, tu sais. Mais je pencherai plutôt du côté de la sagesse tout de même. Ton corps est puissant. S'il dit de se méfier de la reine, nous devrions l'écouter. Tu m'en diras tant, grogne l'araignée avec un rictus en coin. Je ne suis pas devin, mais j'ai appris à percevoir certaines choses. Elle ne répond pas, et se contente de remuer ses pédipalpes dans un geste vague, comme pour chasser une mouche, ou ma remarque. Ce qui, venant d'elle, revient au même. Mais je ne m'arrête pas à son silence insolent et continue. Je sais, par exemple, que tu tiens beaucoup à les loups. Deviner cela en soi n'est pas compliqué, tu es une sanglier, et l'inverse serait impossible. Mais tu entretiens une sorte de lien maternel avec elle, un lien qui va au-delà de ce que pourrait être l'empathie. Et tout dans ton attitude reflète la profondeur de ce lien. Ah bon? Me rétorque-t-elle mollement. Ne te rends pas plus cruche que tu ne l'es, Arrakis. Bien que je n'arrive pas encore à comprendre la raison du lien qui vous unit, je sais que tu ne devrais pas l'avoir. Les aînés ne gagnent pas l'empathie pour protéger les humains, mais pour les guider, en quelque sorte, et garder cette connexion entre nos deux peuples. Nous touchons le sol au moment où je termine ma phrase. Arrakis s'immobilise et gronde. Tu ne protégerais pas Vindy s'il était en danger? Bien sûr que si, voyons. Je ne parle pas de cette protection-là. Un sanglier protège son compagnon comme un frère et sa sœur. Mais il ne veille pas sur lui comme une mère ou un père. Et toi, c'est ce que tu fais avec les loups. Et qu'est-ce qu'il te fait croire ça, greffier de brin? Eh bien, premièrement, le fait que tu ne m'aies pas encore enseveli sous une tonne d'insultes dont tu as le secret. Elle hausse les épaules en soupirant. Elle commence à perdre patience. Plus sérieusement, tu fais toujours tout ce qui est en ton pouvoir pour être maître du destin de Lilou. Tu jalonnes sa vie, et tu ôtes tous les obstacles importants qu'elle pourrait rencontrer. Je lui sauve la vie, se récrie-t-elle d'une voix grondante. Pourquoi la protèges-tu d'Eridan et d'Okami alors? J'ai peu confiance en eux. C'est pourtant pas compliqué à piger ça, hein? Pas à moi, Arrakis. C'est toi qui... La tarancasse s'ébroue tout à coup et me fait chuter. Je me rattrape sur mes pattes d'un mouvement que j'espère assez gracieux pour lui faire croire que je m'y attendais, et je relève la tête, face à elle. Tu commences à me briser la glande à soie,
Sac à puce, murmure-t-elle d'un ton étonnamment menaçant. Je grimace. Sac à puce? Vraiment? Et voilà, continuai-je nullement impressionné par son numéro d'intimidation. À nouveau, tu te mures derrière ton langage exotique et barbare que tu te fais une joie d'insérer dans chacune de tes phrases. Elle fait la moue et je reprends. Pourquoi protèges-tu la raison qui te pousse à considérer ta sanglier comme ta propre fille? Quelque chose change dans l'air. Pas un geste, pas un son. Mais ses 8 yeux se fixent sur moi avec une intensité qui ferait reculer n'importe quel être sensé. Ses mâchoires se crispent lentement, comme si elles broyaient chacun de mes mots un à un, avant de décider quoi en faire. Il me semble percevoir un léger tremblement dans le sol lui-même. Et il semblerait que ce fardeau devienne de plus en plus dur à porter. Soufflai-je, pour conclure, malgré la tension plus que palpable entre nous. N'est-ce pas? La face velue de l'araignée se décontracte soudainement et me répond d'une voix terriblement désincarnée et froide. Arrête-toi là, avant que je t'ôte une de tes vies, Rouge 13. Je n'ai que faire de ta psychologie de félin. Je souris. Je viens donc de marquer un point. Ce n'est pas parce que je n'ai aucune chance contre toi que je ne me laisserai tuer si facilement, terminai-je. Mais je vais jouer le jeu et me taire. L'avenir est trop important pour nous perdre en chamaillerie. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un grand pas vers toi, même si tu ne le sais pas encore. Alors que la nuit commence à tomber, Arrakis se retourne et se met en route silencieusement. Pas un silence ordinaire, pas de grognement, pas de rictus, pas de mots fleuris balancés comme un couteau. Rien. Ce vide-là, venant d'elle, est plus éloquent que n'importe laquelle de ces formules barbares. Je la suis, à quelques pas derrière elle. Il y a des victoires qu'on ne célèbre pas à voix haute. Arrakis cache son amour derrière ses insultes, tout comme Vindicael cache le sien derrière ses cure-dents. Au fond, ces deux-là se ressemblent bien plus qu'ils ne voudraient l'admettre. La pensée de mon sanglier m'arrache malgré moi un sourire mélancolique. Il m'avait regardé partir ce jour-là, avec ce sourire trop calme qu'il réserve aux au revoir difficiles. Garde ton feu pour ma fille. Juste au cas où, m'avait-il dit. Pas pour lui, jamais pour lui. J'avais alors hoché la tête en silence et accepté sa mission. Il me restera encore bien des vies, après que Vindicael sera retourné aux cendres. Autant, me dis-je, en faire bon usage avec sa fille. Bestiaire des terres sauvages. Les félins. Note de terrain compilée après une vie entière à croiser ces foutues boules de poils sur tous les continents de Tella. Après avoir essuyé les griffures d'un lynx de 17 ans qui n'appréciait visiblement pas que je le mesure pendant sa sieste, et m'être fait royalement ignorer par pas moins de 42 spécimens différents lors de tentatives d'approche que je qualifierais pudiquement d'infructueuses, je suis en mesure d'affirmer que les félins sont les aînés les plus exaspérants sur notre monde. Morphologie et origine. Les félins descendent des panthères et des tigres primitifs et leurs crânes ronds et raccourcis en portent encore la marque. Ce sont des carnivores d'une efficacité redoutable. J'ai vu un lion de la savane de Brocard abattre un éléphant adulte en moins de 12 secondes. Je n'ai pas cherché à m'en approcher davantage. Leur lien élémentaire naturel penche vers le feu, mais comme la nature se plaît à contredire mes théories, les panthères blanches des toundras de Blanche Épine sont plutôt affiliées aux alizés de l'air, et les lynx des collines bleues sont clairement attachés à l'eau. Structure sociale. Les félins vivent en meute. Les lions de Brocard en sont le meilleur exemple. Ou en couple, selon les espèces. Ils ne recherchent pas la compagnie des humains qu'ils méprisent avec une constante qui forcerait presque l'admiration. Faibles et trop expansionnistes à leur goût, nous dit-on. J'aurais peut-être tendance à leur donner raison sur certains points, mais c'est un autre débat. Cependant, comme tous les aînés, ils peuvent recevoir l'éveil et chercher à se lier avec un humain. Les chats, un cas à part. Les chats méritent une mention séparée, tant ils diffèrent de leurs cousins. Toute espèce confondue, ce sont des félins d'une intelligence remarquable,
nettement moins massifs, qui se déclinent en un millier de sous-races aux pelages et aux couleurs les plus extravagantes. Ayant élu domicile dans les villes et les villages au fil des siècles, ils vivent au quotidien avec nous, ce qui leur vaut le mépris affiché des autres félins qui les considèrent peu ou prou comme des renégats. En cas de menace commune, ils savent cependant mettre leur querelle de côté. J'en ai été témoin une fois lors d'une attaque de Kulokage, dans un bourg au nord de Massilia. Impressionnant. Sous leurs apparences habituelles, les chats ne représentent un danger que pour les rongeurs et petits mammifères dont ils font leur ordinaire. Ce sont d'ailleurs les aînés les moins imposants qui foulent tels là. Mais ne vous y fiez pas. Quand la situation l'exige, ils peuvent revêtir une forme autrement plus menaçante. J'ai les cicatrices pour en témoigner, et je n'en dirai pas plus. La question des vies multiples. Voilà le sujet qui passionne les érudits depuis des siècles et qui continue d'alimenter les débats dont j'assiste parfois à la fin, faute d'avoir eu la patience d'en suivre le début. Le feu coule dans les veines de tous les félins, quel que soit leur lien élémentaire propre. Et ils ont appris au fil du temps à en maîtriser les capacités régénératives avec une maestria que je dois admettre être franchement déconcertante. La conclusion que les maîtres du savoir en ont tirée, et que je partage après observation directe, est que les félins détiennent bien plusieurs vies. Combien exactement? Bonne question. Selon les théories les plus répandues, ce quota dépend de la puissance élémentaire brute de l'individu, et de la profondeur de son lien avec Imarak, la titan du feu. Il semblerait qu'un félin sache, dès sa naissance, de combien d'existences il dispose. Certains avancent également que ce nombre n'est pas figé. Les actes et comportements d'une vie pourraient l'augmenter ou l'amputer. Là-dessus, personne n'a de preuves solides. Et les principaux intéressés gardent un silence sur le sujet aussi souverain qu'intriguant. Zerator, chasseur et naturaliste de Millennium. Cicatrice de terrain 40, assistant perdu 5, espèce documentée 79.